Donc, ah, je me suis dit que plutôt faire un CDF, j'ai pas beaucoup dormi, je me suis couché à 4 heures cette nuit, donc on va un petit peu freestyler, on va rester sur le monde du renseignement. J'ai récupéré un petit manuel du DoD, donc du département of Defense, assez sexy. Je me suis dit je vais le commenter. Donc c'est toutes les procédures de SIGINT euh, au niveau de la NSA. Je me suis dit que c'était un petit document sympa, donc on a plein de place et que ça a été déclassifié grâce au FOIA. Donc, de mémoire, le FOIA, c'est vous avez des requêtes que les civils peuvent faire pour rendre déclassifiés. Et en effet, on voit que là, ils étaient classifiés secrets. Donc, c'est le premier niveau. Secret, ça intéressant, quoi, mais c'est pas, on n'est pas dans du top secret ou au-dessus. Les key clearance, ainsi de suite. Donc là, c'est du secret, mais on a un petit document de 44 pages. Donc on va voir, on va lire un peu, je vous commenterai tout ça. Mais j'avais envie de vous parler, si vous devez le connaître ou pas, ça dépend si vous vous intéressez à la quadrature du net. Mais voilà, Jérémy, que j'aime beaucoup, qui fait partie de la quadrature du net. Donc pour rappel, ce sont des avocats, ce sont, euh, comment dire, des hommes de loi, des hackers, des chercheurs en cybersécurité, des administrateurs, système, des gars qui bossent dans le réseau et qui veulent défendre nos libertés. Vous pouvez aller faire un tour sur la quadrature du net et défendre vos libertés un peu mieux que le CNIL. Enfin, la CNIL, pardon, excusez-moi. Après, je ne devrais pas critiquer. Il y a certains fonctionnaires qui font du bon boulot, mais je compte pas sur la CNIL pour faire valoir nos droits vis-à-vis des GAFA. Et vu comment nos gouvernements respectifs s'allongent sur le pouvoir de l'argent et aussi des GAFAM, le pouvoir qu'ils sont en train de prendre, surtout avec la crise du Covid, quoi, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais les principaux GAFAM, ils ont fait un trillion de d'augmentation en, en bourse. C'est juste colossal. Maintenant, c'est des sociétés des Caltech, de la Silicon Valley qui valent plus que des États. Enfin, quand on vous dit que Amazon est plus puissant que la Suisse au niveau de son produit intérieur brut, on se rend compte du pouvoir colossal. Et comme je vous disais, moi, franchement, je crois vraiment qu'on va aller vers un monde un peu cyberpunk, anarchiste, et ça sera les méga corporations qui vont se substituer aux États-nations, puisqu'on est en train de détruire les États-nations, l'État-providence qu'on connaissait en France. Et voilà, grosso modo, il y aura que des ultra riches et des ultra pauvres. La classe moyenne, elle va être lessivée. Mais en attendant, il y a encore des gens qui se battent et qui nous remettent le moral. Donc allez faire un tour sur la quadrature du net. Il y a des articles de qualité. Ça vous apprendra beaucoup de choses. Si vous connaissez pas le site, allez faire un tour. Et vraiment, c'est des bons gars. C'est des bons gars. Et il y a toute la partie, le pendant, j'ai envie de dire, américain. Mais il y a une partie en français, c'est l'Electronic Frontier Foundation. Donc c'est pareil, ce sont des avocats, des juristes. C'est une ONG qui s'occupe de la protection des libertés et qui est basée à San Francisco. Allez faire un tour. Il y a plein de tutoriels pour apprendre comment sécuriser son équipement, un tant soit peu, comment dire, pallier aux attaques d'ingénierie sociale, comprendre l'obsèque, la sécurité des opérations, ce qu'on doit mettre ou ne pas mettre sur les réseaux sociaux, ne pas trop dévoiler sa vie privée, et ça passe par des articles où vous avez carrément des manuels de surveillance self-defense. Donc c'est pareil, dans la rue, on peut se faire agresser et on peut apprendre un sport de combat pour se défendre. Eh ben, intellectuellement, votre cerveau, c'est pareil. Le cerveau, c'est une arme, je répète, le cerveau est une arme, utilisez-le. Et c'est pareil, il va falloir muscler son cerveau et se protéger. Arrêter d'être naïf déjà et comprendre vraiment ce que c'est la surveillance de masse. Et ça sera un petit peu le sujet d'aujourd'hui en fait. Donc tout ça, vous pouvez cliquer là-dessus, aller voir toutes les ressources, plein d'add-ons qui permettent de sécuriser un tant soit peu, d'empêcher en partie le footprinting de votre navigateur web.
quand vous allez sur Internet et vous avez énormément de guides concernant la sécurité, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire sur Internet, sur votre téléphone. Voilà, vous avez vu les bases, tous les toolkits. Donc n'hésitez pas à traduire. Et si vraiment ça vous saoule, vous allez là, donc vous passez en français. Et là, on passe à la partie française. Malheureusement, il y a beaucoup moins d'outils, mais vous pouvez aller consulter tous les guides. Et voilà, certains ont été traduits, d'autres pas. Mais franchement, ça, c'est des trucs à apprendre par cœur, quoi. Si vous savez pas chiffrer votre iPhone, j'en passe des meilleurs. Vérification des clés, comment utiliser PGP pour communiquer via des clés de chiffrement, euh, ainsi de suite. Tout ça, hein. Créer des mots de passe robustes. En fait, c'est les bases hein, de l'OPSEC et de la cybersec. Donc, apprenez, étudiant en journalisme, globetrotter, défenseur des droits de l'homme, activiste ou protestateur, chercheur universitaire, vétéran de la sécurité en ligne, allez faire un petit tour. Allez faire un petit tour. Comprendre le fingerprinting, toutes ces petites notions dont je vous parle, que parfois j'approfondirai, parfois pas. Parce que, encore une fois, le but, le meilleur moyen de mettre en place c'est la pratique de l'OSINT, c'est de faire de l'OSINT. Donc faites du renseignement en source ouverte, renseignez-vous, instruisez-vous, comprenez les choses. Comprenez les choses et, euh, et puis soyez curieux, quoi. Soyez curieux jusqu'à votre mort. Donc on en revient, non, mon ami Jérémy. De toute façon, YouTube cherche à striker ma chaîne. Au pire des cas, quand je serai plus là, vous pourrez aller sur la chaîne de Cyprien. C'est pas très grave. Et on va voir un petit peu ce que c'est que la quadrature du net. Et allez voir toutes ces vidéos du théâtre du rond-point. Tapez Jérémy Zimmerman, allez voir les interviews sur Thinkerview. Celle-ci est magnifique, 1984. Un manuel d'instruction. La vidéo à 2 ans, c'est le monde d'aujourd'hui qu'on est en train de décrire. 200 fois au Parlement français, à l'Assemblée nationale, les mots logiciel libre et à environ 200 fois aussi le mot interopérabilité. On n'a jamais publié ce bêtisier de députés en train d'essayer de prononcer interopérabilité. L'interopérabilité, voilà. C'est comme ça qu'ils y arrivaient finalement. Et donc au travers de ce débat, on a compris que nous, citoyens, avions un rôle à jouer. Un rôle à jouer pour hacker le Parlement, pour hacker le processus politique, le processus législatif, et essayer d'instiller un petit peu de cette connaissance du fonctionnement de la technologie que nous avions appris en réseau, que nous utilisions en réseau, d'injecter ça dans le Parlement et dans le processus politique pour le faire tourner à notre avantage, c'est-à-dire favoriser les libertés fondamentales, favoriser les droits des auteurs et utilisateurs de logiciels libres, favoriser le partage de la connaissance et le partage de la culture, plutôt que les attaquer. De cette expérience et autour des élections de 2007, on a lu en filigrane dans le programme du candidat Sarkozy un certain nombre de mesures qui nous inquiétaient, qui nous faisaient, nous lisions en filigrane des attaques sur nos libertés fondamentales sur Internet. Nous le connaissions à un niveau parce que des députés avec qui nous travaillions à l'époque, des députés UMP, nous avaient raconté donc de première main s'être retrouvés dans son bureau et lui, en tant que président de l'UMP, leur dire « Toi, je te tuerai comme tous les autres ». Ou encore « Si tu votes ces amendements-là », avec le doigt comme ça, comme un chef mafieux. Et donc on savait à quel point ce type pouvait être dangereux, à quel point il pouvait ne pas hésiter à servir les intérêts de groupes industriels proches de lui ou dont il estimait avoir besoin pour son élection. Excusez-moi. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons créé la Quadrature du Net, Parle de Sarko. l'organisation de défense des libertés fondamentales sur Internet. Nous étions 5 cofondateurs. Christophe Esperne, avec qui j'avais œuvré au travers de l'initiative EUCD.info sur cette fameuse loi des ADVSI. Philippe Aigrin, vieux routard, fer de lance de la défense des radios libres dans les années 80. Gérald Cedrati-Dinet, un des héros de la bataille contre les brevets sur les logiciels à Bruxelles. Benjamin Sontag, un demi-dieu du réseau et gourou à bien des égards, et moi-même.
Et donc cette petite équipe, cette fine équipe, organisée comme une espèce de petit commando, une espèce de non-structure très resserrée autour de valeurs communes, autour d'une culture commune qui est cette culture hacker, cette culture du logiciel libre, cette culture du partage de la connaissance et de la culture. On s'est lancé comme ça, bille en tête, sabre au clair, à se dire qu'on allait essayer de changer la société. De changer la société pour faire évoluer, pour faire avancer ces valeurs qui sont celles du partage de la connaissance, de l'ouverture de la technologie et surtout de la maîtrise de la technologie par les individus. Et je suis convaincu que c'est bien cette maîtrise de la technologie par les individus qui est la clé entre, d'une part, basculer vers une société dans laquelle nous serions asservis par les machines et par les quelques entreprises qui les contrôlent, ou une société dans laquelle nous pourrions nous améliorer, améliorer nos modes d'interaction, de participation aussi bien dans les processus démocratiques que dans les processus économiques ou dans la vie culturelle. Et c'est, je pense, un des enjeux de société les plus importants qui sont en train de se dérouler aujourd'hui sous nos yeux. Et j'ai quelques éléments à avancer pour étayer mes dires. Ce qu'Edward Snowden a révélé, c'est un espionnage de masse à l'échelle de la planète tout entière, de nos moindres communications, de nos messages, emails, des sites que nous cliquons, des coups de fil que nous donnons, de nos contacts, des gens que nous connaissons, des trajets que nous effectuons, de nos positions géographiques. Ce sont des centaines de milliards d'informations chaque mois qui sont stockées par la NSA et ses partenaires publics et privés, qui sont potentiellement accessibles aux 950 000 citoyens américains habilités top secret, le même niveau qu'avait Edward Snowden au travers de son employeur Booz Hamilton Allen, une entreprise privée, au passage. Et ces milliers, ces milliards d'informations sont collectées à 3 niveaux de relations d'individus qui seraient potentiellement suspects de quelque chose dans une espèce de gigantesque paranoïa d'État qui est celle du gouvernement américain, qui a entraîné dans son sillage bon nombre de démocraties occidentales. Dans cette paranoïa d'État, l'ennemi fait partie du reste du monde. Donc on va espionner le reste du monde. Et comme ça, de fait, on aura espionné notre ennemi quand on aura compris qui notre ennemi est. Ça peut prendre longtemps. Peut-être qu'au bout du compte, l'ennemi sera effectivement l'ensemble du reste du monde. Quelqu'un aura peut-être bien fait d'espionner le reste du monde, mais peut-être pas. Le fait est qu'à 3 degrés de connaissance, si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est potentiellement suspect, alors vous êtes dans la base de données. Si vous connaissez quelqu'un qui est le frère de quelqu'un qui se rend dans telle mosquée, où de temps en temps les prêches sont considérés comme étant un petit peu radicales, eh bien vous êtes dans la base de données. Le seul fait d'être ici avec moi, il se trouve que je suis ami personnel de Julian Assange, je suis déjà forcément dans cette base de données. Le seul fait d'avoir votre téléphone allumé pendant 1 heure dans le même espace géographique que le mien, vous met peut-être dans cette base de données. Bon, je vous rassure, vous y étiez peut-être déjà, qui est sans doute déjà, vu que c'est au moins la moitié de la planète qui est dans cette base de données. Et cela vous donne une idée de l'étendue de cette paranoïa d'État qui se traduit aujourd'hui par des violations massives de la protection de nos vies privées, qui est un droit fondamental. Donc c'est ce tableau-là qu'Edward Snowden nous dresse. Et les éléments les plus importants, les plus intéressants de ce tableau, à mon sens, sont, et d'une évidemment la vastesse de ce programme. Dans nos scénarios les plus pessimistes, on était encore très loin de la réalité. Des théories qui étaient considérées comme complotistes ou complètement paranoïaques il y a 1 an encore, sont très en deçà de la réalité. Donc, l'étendue de ce programme, de ces programmes, c'est 11 milliards de dollars annuels de budget de la NSA qui sont consacrés à cet espionnage de masse. Je vous ai raconté tout à l'heure l'histoire de ces ordinateurs 8 et 16 bits que l'on pouvait démonter, que l'on pouvait comprendre intégralement. En une quinzaine d'années, en une vingtaine d'années, on est passé de cette ère de l'informatique amie à l'ère de l'informatique ennemie. Nous avons tous aujourd'hui dans la poche
un ordinateur que certains appellent encore téléphone, qui est puissant comme une centaine de ces Amstrad CPC, qui a quelques milliers, sinon quelques dizaines de fois plus de mémoire que l'Amstrad, qui possède des senseurs géographiques, les GPS, qui possède des senseurs de son, les micros, qui possède des senseurs d'image, caméra des deux côtés, qui possède des senseurs d'accélération, des senseurs de direction, de boussole, des senseurs de magnétisme, des senseurs de lumière, et que nous avons en permanence allumés dans notre poche. De plus en plus, ces dispositifs ne laissent même plus la capacité à l'utilisateur d'enlever la batterie. Simplement enlever la batterie pour s'assurer mécaniquement, mathématiquement, que la machine est éteinte. Chacune de ces machines contient une puce qui s'appelle le baseband, qui est la puce qui émet et reçoit des ondes, qui est la puce au travers de quoi transite toute notre voix, tous nos messages textes, toute notre donnée, qui est une puce qui communique avec tout le matériel de l'ordinateur, tous les senseurs évoqués précédemment, et une puce qui communique avec l'extérieur, avec le réseau, et qui est activable à distance. Lorsque vous recevez un appel, c'est cette puce qui est réveillée à distance et qui va allumer votre écran, allumer le haut-parleur, lancer une sonnerie, vous faire apparaître un petit machin que vous allez caresser pour prendre l'appel ou le refuser. Cette puce a accès à tout le matériel et cette puce est une boîte noire. Cette puce est une boîte noire dans ce sens que personne, hormis son fabricant et peut-être quelques institutions gouvernementales, personne ne sait ce qu'elle fait. Personne ne sait comment elle fonctionne. Personne ne sait comment la contrôler. Personne ne sait comment la désactiver. Évidemment, il est impossible, dans de telles conditions, sans avoir accès aux spécifications de ces puces, d'être en mesure de les contrôler avec des logiciels libres. Évidemment, ces systèmes sont faits depuis le départ, depuis la base, pour que l'utilisateur qui les a dans la poche ne puisse les contrôler. On appelle ça smart en langage marketing. Cette intelligence, c'est une intelligence qui nous est soustraite, qui nous est volée par contrat, qui nous est volée par des couches d'opacité matérielles et logicielles, qui sont utilisées contre nous, contre notre intelligence, pour nous voler chaque jour un petit peu plus de nos données personnelles, de nos vies, de nos faits et gestes, de notre identité. Et là, je suis tout con, à 20 ans, 98, et j'entends ça pour la première fois, et je me dis, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Ces 25 disquettes d'un machin qui s'appelait Linux, que mon pote Maxence m'avait passé à l'époque en me disant « Regarde, ça a l'air vachement intéressant, moi j'y comprends rien. » J'ai regardé, j'y comprends rien non plus, ça a l'air vachement intéressant. Et on a passé des années à essayer de comprendre ce que c'était, ce que ça faisait. Ni lui ni moi n'avions la culture des vieux systèmes Unix, de l'informatique à la papa, mais pendant des années, on essayait de comprendre ce que c'était sous l'angle technique. Et là, j'ai compris, mais bien sûr, ce n'est pas juste un joujou, c'est un projet politique. C'est un projet de société. Le logiciel libre est un projet de société dans lequel la technologie est mise au service des individus pour les rendre plus libres, pour empêcher cette tendance à les contrôler au travers du contrôle de la technologie. Et donc, faisant mon petit bonhomme de chemin, la même année, aux États-Unis, est adopté le Digital Millennium Copyright Act, une loi répressive en matière de droit d'auteur, mais pas que, qui protège juridiquement les mesures techniques de protection des œuvres protégées par le droit d'auteur, qui crée de véritables bunkers techno-juridiques autour des œuvres culturelles, en espérant ainsi en contrôler la copie, en contrôler la diffusion, évidemment sous l'impulsion de Hollywood, de Microsoft et des autres entreprises technologiques américaines qui voient dans ce modèle un juteux modèle pour verrouiller les œuvres, pour verrouiller la culture et pour verrouiller la diffusion de la connaissance et de capturer leurs utilisateurs. Et je vois arriver ça, je lis les premiers textes de Larry Lessig et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire avec leurs grands sabots, ces politiciens, sur notre réseau? Pourquoi ils viennent mettre le nez dans notre technologie? Est-ce qu'on ne serait pas là en train d'avoir un problème? C'est là que je me suis vraiment politisé, que j'ai rejoint en 2000, j'ai rejoint April, l'association française de promotion et défense du logiciel libre. Donc je suis devenu administrateur en 2003 et jusqu'à ce jour.
Et je m'aperçois que je suis en train de m'apesantir déjà sur ces détails et de raconter ma vie. Pour la faire courte, c'est suite à une bataille législative au Parlement français où j'ai tout appris, enfin tout, ou presque, du fonctionnement du Parlement français et d'un processus politique piloté par des lobbies industriels avec la complaisance du ministère de la Culture, avec des parlementaires complètement largués un lobbying qui entrait jusque dans le Parlement, jusque la salle des 4 colonnes, pourtant réservée à la presse et aux députés, où les représentants de Virgin distribuaient des coupons de téléchargement gratuits d'une valeur de 10 euros aux députés juste avant qu'ils entrent en séance voter les amendements sur ce sujet. C'est au cours des débats sur cette loi DADSI, DADVSI, droit d'auteur, droit voisin à la société de l'information, que j'ai compris qu'au-delà des seuls enjeux ayant trait au logiciel libre, il y avait un problème politique majeur dans la façon dont on abordait la technologie. En France, puis à Bruxelles, c'est cette même année de l'examen de la DADVSI qui était initialement prévue pour être examinée au Parlement, à l'Assemblée, en 2 séances de nuit, les 21 et 22 décembre 2005. Oui, oui, oui. Il y a des séances de nuit les 21 et 22 décembre, si, je vous assure, je les ai vues de mes yeux, et qui en réalité a duré 6 mois et a tourné à la guerre du Vietnam parlementaire et a coûté sa tête au ministre blanchisseur Renaud de Vabre à l'époque. C'est au cours de cela qu'on a un petit peu structuré notre action politique, une action citoyenne basée sur le terrain, où on utilisait en quelque sorte cette culture hacker de la compréhension d'un système. On essayait de bidouiller le Parlement comme on aurait bidouillé un ordinateur, de bidouiller la loi en écrivant des bouts d'amendements, en apprenant, c'est la première fois que j'ai ouvert des codes pour comprendre comment marchait la loi. A priori, quand vous savez lire du code informatique, du code juridique, c'est moins bien écrit, ça bug beaucoup plus souvent, ça passe sans doute pas l'épreuve d'un compilateur. Ou alors le Conseil constitutionnel serait peut-être le compil. Ouais, non, donc voilà, Larry Lessig dit que code is law, le code est la loi dans l'environnement informatique. Je pense que de la même façon, on pourrait dire que la loi c'est du code. Et donc comme du code, ça se bidouille, ça se patch, ça bug, ça se met à jour. Et on y introduit parfois des fonctions malveillantes à l'insu de ces utilisateurs, nous, les citoyens. Il va falloir vous battre pour vos droits. Personne ne vous les donnera. C'est aux citoyens de se réveiller et d'acquérir à la fois les connaissances et les moyens d'action. Donc encore une fois, c'est une guerre psychologique. C'est nos cerveaux qu'il faut réveiller. Ça sert à rien d'aller dans la rue et de tout casser. Il faut réveiller les consciences. Donc ça, cette mentalité, elle a été développée grosso modo dans les années 70 et on appelle ça le crypto-anarchisme ou la crypto-anarchie. C'est la réalisation dans le cyberespace d'une forme d'anarchie par l'usage de la cryptographie. Si on ne garantit pas nos vies privées, eh ben alors on va devenir et on est en train de devenir des États totalitaires. On va vivre dans le meilleur des mondes. On va vivre dans tous ces romans d'un futur dystopique de science-fiction qui ne l'est plus vraiment aujourd'hui. Ça va être 1984 d'Orwell. Big Brother contrôle tout ce que vous faites, de votre naissance jusqu'à votre mort. Alors c'est paradoxal, je sais. Je vous parle de tout ça sur YouTube, qui a un GAFAM et qui fait partie de Prism, le plus gros programme de renseignement qui est affilié à la NSA. En gros, la NSA va piocher dans les GAFAM, tout ce qu'on met sur les réseaux sociaux, et se sert librement. C'est une immense base de données. Mais ce que m'a appris Shunzu, il y a 2500 ans, c'est retourne les armes contre ton ennemi. Donc c'est pareil, j'aime pas les GAFAM, j'aime vraiment pas les GAFAM. Je vous ai dit YouTube, moi j'ai aucun intérêt. L'argent ne m'intéresse pas. Ok? Je fais ça parce que je veux justement échanger avec les gens
Comme je vous ai dit, on est des animaux sociaux et je pense que le savoir est une arme et que la connaissance doit être libre et elle doit se transmettre de génération en génération et on doit pouvoir parler de n'importe quel sujet sans être critiqué, sans qu'on vous tarde de complotiste, maintenant on dit rassuriste et j'en passe et des meilleurs. Le problème, c'est que des gens ont une vision biaisée de la réalité. Ils se rendent pas compte, en fait, des dérives sécuritaires, totalitaires que nos nations, nos pays occidentaux, alors qu'on critiquait les Chinois il y a quelques années, on voit qu'on est en train de mettre en place de la surveillance de masse, des caméras de surveillance, de l'intelligence artificielle, comportementale, heuristique. Et maintenant, bientôt, on vivra dans des sociétés cloisonnées où soit vous êtes libre parce que vous êtes riche, soit vous êtes pauvre. Et dans ce cas-là, vous serez des esclaves du système, dans la matrice. Et ça devient une réalité. C'est plus des films d'Hollywood. Matrix, c'est une belle métaphore sur le monde réel, sur ces gens qui pensent qu'on leur veut du bien, alors que non, l'État ne vous veut pas du bien, malheureusement. Non. Ça serait trop simple. Après, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Mais la crypto, c'est quoi? Eh ben, c'est assurer la confidentialité, l'authenticité et l'intégrité de ces communications. Les logiciels de cryptographie offrent en effet aux individus une totale liberté d'échange, en garantissant leur anonymat et le respect de leur vie privée. Donc, moi, ça fait longtemps que j'ai tombé le masque, je parle à découvert et j'ai peur de rien. Il n'y a pas de problème. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le manifesto crypto-anarchiste date de 88. Et à l'époque, on n'avait pas encore Internet. C'était des mailing lists. Notamment, on avait Cyberpunk et Cypherpunk. Donc, c'est un jeu de mots basé, bien sûr, sur Cyberpunk de Timothy Simey. Et en fait, ça introduit le principe des bases de la crypto-anarchie. Donc, l'utilisation de communication de messages chiffrés permet un anonymat complet, une totale liberté d'expression, ainsi qu'une liberté totale d'échanger. Donc dans crypto, c'est quoi? Ça veut dire caché. On voit le préfixe crypto et c'est une idéologie, un système, cherchant intentionnellement à dissimuler ou détourner la vraie nature. Par exemple, certains utilisent le terme crypto-fasciste pour désigner un individu ou une organisation suivant une doctrine fasciste, mais qui cache ses intentions tant qu'elles restent socialement inacceptables. Mais on voit que dans le Cyphernomicon, donc un des traités de Timothy Simey, on voit que le terme crypto-anarchiste était à l'origine pensé comme un jeu de mots par rapport à cette ambiguïté, bien qu'il n'ait pas eu pour but de cacher ses actions, ses croyances ou ses intentions. Donc, on va lire un petit peu le manifeste. Un spectre ancre le monde au moderne, le spectre de la crypto-anarchie. La technologie informatique est sur le point de permettre aux individus et aux groupes de communiquer et d'interagir les uns avec les autres de manière totalement anonyme. Deux personnes peuvent échanger des messages, faire des affaires et négocier des contrats électroniques sans jamais connaître le vrai nom ou l'identité légale de l'autre. Les interactions sur les réseaux ne sont pas traçables grâce à un réacheminement étendu des paquets chiffrés et des boîtes inviolables qui mettent en œuvre des protocoles cryptographiques avec une assurance presque parfaite contre toute altération. Les réputations seront d'une importance capitale, bien plus importante dans les transactions que les notations de crédit d'aujourd'hui. Ces développements modifieront complètement la nature de la réglementation gouvernementale, la capacité de taxer et de contrôler les interactions économiques, la capacité de garder l'information secrète et même de modifier la nature de la confiance et de la réputation. La technologie est cette révolution. Elle sera sûrement à la fois une révolution sociale et économique. Elle existe, en théorie, depuis une décennie. Les méthodes sont basées sur le chiffrement à clé publique, les systèmes de preuve à divulgation nulle de connaissances et divers protocoles logiciels pour l'interaction, l'authentification et la vérification. Jusqu'à présent, l'attention s'est portée sur les conférences universitaires en Europe et aux États-Unis, conférences suivies de près par la NSA. Mais ce n'est que récemment
que les réseaux informatiques et les ordinateurs personnels ont atteint une vitesse suffisante qui permet de rendre les idées économiquement réalisables et concrètement imparables. Les réseaux à haut débit, donc le Hernis, c'était le câble à l'époque, dans les années 90-2000, les boîtiers inviolables, les cartes à puce, les satellites, les émetteurs en bande Q, les ordinateurs personnels multi-MIPS, donc des millions d'opérations à la seconde, et les puces de chiffrement, actuellement en cours de développement, seront quelques-unes de ces technologies habilitantes. Bien entendu, l'État essaiera de ralentir ou d'arrêter la diffusion de cette technologie en invoquant les préoccupations de sécurité nationale, l'utilisation de la technologie par des trafiquants de drogue, les fraudeurs fiscaux et des craintes de désintégration de la société. Donc ça, c'était en 88. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, de la pertinence de ces propos. Je continue. Beaucoup de ces préoccupations seront valables. La crypto-anarchie permettra aux secrets nationaux d'être librement échangés et permettra le commerce de matériaux illicites et volés. En effet, le dark web n'était pas encore né, il avait déjà l'idée. Une marché informatisé anonyme rendra même possible des marchés odieux d'assassinat et d'extorsion. Divers éléments criminels et étrangers seront des utilisateurs actifs du cryptonet. Donc lui, à l'époque, il appelait ça le cryptonet. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'était déjà l'idée d'une mise en place du dark web. Mais cela ne s'arrêtera pas à la propagation de la crypto-anarchie. Tout comme la technologie de l'imprimerie a modifié et réduit le pouvoir des guildes médiévales et la structure du pouvoir social, les méthodes cryptologiques vont fondamentalement modifier la nature des sociétés et l'ingérence du gouvernement dans les transactions économiques. Combiné au marché de l'information émergent, la crypto-anarchie créera un marché liquide. Tout ce qui peut être mis en mots et en images est juste une invention apparemment mineure, comme le fil de fer barbelé a rendu possible l'acture des vastes ranchs et des fermes, changeant ainsi pour toujours les concepts de terre et de droit de propriété en Occident. La découverte apparemment mineure d'une branche mystérieuse des mathématiques deviendra le coupe-fil qui démantèlera les barbelés autour de la propriété intellectuelle. Pardon. Levez-vous, vous n'avez rien à perdre, si ce n'est vos barbelés. Donc voilà le manifeste de crypto-anarchie qui date de 88-89. Donc vous voyez comment c'était plutôt bien vu et ça prédisait la société qui allait apparaître 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard. C'est la société d'aujourd'hui et celle de demain. Donc à l'aide des outils cryptographiques, l'association entre l'idée d'un utilisateur ou d'une organisation, son pseudonyme, est difficile à établir, à moins que l'utilisateur ne la révèle. Comme l'origine géographique d'un participant est inconnue, il est difficile de déterminer quelles lois peuvent être applicables. On peut ainsi considérer le cyberspace. Donc il y a le cyberspace et par opposition, il y a le cypherspace. Ciphering, c'est le chiffrement. Masquer, l'occultation, l'offuscation. Donc dans un territoire indépendant où les lois ne s'appliquent pas, les participants peuvent établir entre eux des règles, ou se fier s'ils utilisent des pseudonymes et gérer leur e-réputation, comme on dit aujourd'hui. Les crypto-anarchistes soutiennent que sans la capacité de les chiffrer, les messages, les informations personnelles et la vie privée seraient sérieusement compromis. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Qu'une interdiction de la cryptographie reviendrait à la suppression du secret de correspondance et qu'un seul État policier criminaliserait la cryptographie. Qu'est-ce qu'a voté bientôt? Enfin, ils veulent faire passer ça, l'Europe, et parce que c'est les Américains qui poussent aussi, on veut faire disparaître la cryptographie. C'est déjà interdit dans certains pays, comme le Brésil, comme la Chine, comme l'Iran, comme la Russie. Et donc, ça mettrait en place des lois encore plus restrictives. Par exemple, les citoyens du Royaume-Uni sont légalement obligés de révéler les mots de passe permettant le déchiffrement de leur système personnel, sous peine d'emprisonnement de 2 ans, sans aucune preuve d'autres activités criminelles. Donc là, on rentre
dans une société à la Big Brother, que vous le vouliez ou non, que vous en soyez conscient ou non. Cette obligation de dévoiler ses clés peut être contournée en les renouvelant automatiquement, bien sûr, à intervalles réguliers. Les anciennes clés peuvent être supprimées, les rendant inaccessibles, même si l'utilisateur voulait les communiquer de son plein gré. Les technologies permettant ce genre de renouvellement rapide incluent la cryptographie asymétrique, clés publiques, clés privées, les générateurs de nombres pseudo-aléatoires matériels, donc ce qu'on appelle l'entropie en cryptographie, et la confidentialité persistante. La seule manière d'empêcher l'usage des techniques de crypto est de l'interdire complètement au sein d'un État totalitaire, en contrôlant physiquement tous les appareils informatiques de manière aléatoire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, la surveillance de masse. Vous savez pas si vous êtes espionné en ce moment ou pas, mais vous savez qu'on peut vous espionner. Et à partir de là, ça va influer sur votre vie, sur ce que vous dites, sur vos idées politiques, religieuses, sur vos idéaux, et ça va influer sur la réaction que vous avez pour défendre ou pas ces valeurs, ces idées, ces concepts en public, et pouvoir les affirmer, pouvoir les relayer sur les réseaux sociaux. En effet, si vous savez espionner, comme à l'époque de la Stasi, pendant la guerre froide, en Allemagne, eh ben, vous savez que il vaut mieux boucler sa bouche pour pas risquer de perdre des amis, de froisser la famille, de perdre son travail, parfois. On le voit avec les réseaux sociaux, des gens qui perdent leur boulot à cause de ce qu'ils mettent sur les réseaux sociaux. Donc on voit bien que l'anonymat doit être un devoir, en fait, une règle primordiale à défendre pour le bien de nos sociétés modernes, surtout dans une société de l'information, du tout technologique. Donc bannir de manière effective tout usage de la cryptographie est probablement impossible car on peut utiliser ou masquer la présence de contenus chiffrés. C'est ce qu'on appelle la stéganographie qui permet de chiffrer des messages et de les encapsuler dans, grâce à des algorithmes, dans des photos, dans une source audio et j'en passais des meilleurs. Donc, derrière, il y a vraiment une philosophie politique, c'est ce qu'il faut retenir, c'est pour ça que je vous parlais, euh, bah, forcément la CNIL, ça c'est au niveau de l'État, mais pensez à l'Electronic Frontier et pensez à la quadrature du net. Donc, le Cyphernomicon, c'est un document vraiment fondateur qui définit la crypto-anarchie comme un système de marché anarcho, capitaliste. Excusez-moi, j'ai la gorge sèche. Cette orientation politique est corroborée donc par Werner Winch et James Frankel, pour qui la cryptographie permet aux individus de faire des échanges économiques en faisant fi des frontières. Et à la base, le World Wide Web, c'était pour échanger le savoir entre universités, les débuts d'Internet. C'était interconnecter des réseaux pour s'échanger du savoir, de la valeur ajoutée. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on en a fait? On en a fait une machine à faire du fric, une vitrine technologique pour que les sociétés du Nasdaq, du CAC 40 nous vendent leur merde. Donc, qu'est-ce qu'on veut en faire de cet espace, de cet cyberespace? On veut que ça devienne un champ de guerre, comme je vous explique. Apparemment, le renseignement, les militaires, eux, veulent que ça soit un champ de guerre. Sinon, qu'est-ce qu'on en fait? On en fait quoi? Un supermarché à ciel ouvert, virtuel, où on va nous vendre des merdes dans cette société de consommation, où on peut échanger du savoir. Et là, peut-être, essayer de réunir les gens et les permettre de communiquer librement. Donc c'est à nous de nous battre et savoir ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants, nos petits-enfants, qu'est-ce qu'on veut pour nous. Mais les libertés, elles se prennent et elles peuvent se reprendre. Voilà, je m'arrête là. Ciao, ciao, à bientôt.